Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Et je suis la fondatrice de Redaxilv, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du nouveau monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie. Les témoignages, c'est mon dada. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du nouveau monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, Gabi Muesca me fait l'honneur de me recevoir à la ferme Emmaüs Bodon à Tarnos, dans les Landes. Gabi est le fondateur et le directeur de ce projet hors norme, hors cadre si je puis dire. La ferme Emmaüs Bodon est un lieu à part qui regroupe plusieurs projets. L'accueil de 12 femmes sous main de justice, c'est-à-dire qu'elles sont sous écrou en aménagement de peine, la ferme de production agroécologique, l'école primaire éco-citoyenne de l'association OSE, un établissement scolaire alternatif, ainsi que les chantiers solidaires d'Emmaüs. Elle est un projet social solidaire et innovant, pensé comme un écolieu transitoire entre la liberté et la détention. Durant cette entrevue qui s'annonce plus que passionnante, nous allons parcourir avec Gabi l'histoire de ce projet unique en France et en savoir un peu plus sur lui. Sans plus tarder, je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Gabi. Bonjour. Alors je suis ravie que tu m'accueilles sur site. Comment vas-tu? Comme un lundi matin. C'est-à-dire que je me lève avec beaucoup d'espérance en cette nouvelle semaine. Et comme toutes les fins de semaine, je ferai un bilan où je me dirai « Ah, tu as commencé la semaine avec beaucoup d'espérance, mais la réalité du quotidien a parfois atténué cette joie ou au contraire, eh bien, ça s'est confirmé. Il y a eu des éléments d'espérance qui sont devenus réalité. Et donc, je vis semaine après semaine dans cet état d'esprit. Donc là, tu me trouves, nous sommes lundi matin, tu me trouves très rempli d'espérance. Écoute, nous commençons la semaine ensemble. Peut-être pour recontextualiser, on est le 22 janvier. Tout D'accord. à fait. Est-ce que tu veux bien te présenter pour commencer, Gabi? Bien, je suis donc Gabi Muesca, je suis basque, né au Pays Basque, né de la rencontre d'un homme et d'une femme qui étaient basques, et donc je n'ai aucun mérite au fait de vous dire que je suis basque. Ma langue maternelle, c'est l'euskara, c'est-à-dire la langue basque. Quand je suis rentré dans le système de l'éducation nationale à l'âge de 6 ans, eh bien, j'ai acquis le français. J'allais dire sur le dos du basque. Je me suis, comme beaucoup de gens de ma génération, débasquisé avec le temps et avec l'empreinte de notre éducation dans l'école de la République. Et puis à l'âge de 15 ans, mes parents, et particulièrement ma mère, a souhaité que je me réapproprie la langue. Et donc j'ai participé pendant les vacances, les petites vacances, les grandes vacances, à des stages pour me réapproprier, me réculturer en basque, ce qui fait qu'à l'âge de 15-16 ans, donc j'ai eu mes premiers pas dans le monde, dans le mundillo bascophone et basque de façon générale. Et puis là-dessus, j'ai eu des engagements culturels, forcément. Quand on s'intéresse à la langue basque, on s'intéresse à tout ce que ça génère autour sur le plan culturel. Et puis au Pays Basque, la culture et la langue est quelque chose d'éminemment politique, du fait de sa situation,
ces dernières décennies dans lesquelles la réappropriation de la langue a été souvent un cheminement très tortueux, parfois violent. Et donc, je suis devenu d'un militant culturel un militant politique, d'abord dans un petit mouvement qui s'appelle Esquerberri, qui veut dire la gauche basque, la nouvelle gauche. Et donc j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et au Pays Basque, ce temps-là, il y avait des passages assez aisés entre le politique légal au politique illégal, ce qui fait que je me suis, là aussi, j'ai franchi le pas, le Rubicon entre légalité et illégalité. C'est ainsi que je suis rentré dans l'organisation politico-militaire qui, ce temps-là, s'appelait Iparetarak, une organisation qui luttait pour la libération du peuple basque au Pays Basque Nord, au Pays Basque français. Voilà, c'est l'engagement que j'ai eu en même temps où j'étais ouvrier dans une entreprise qui s'appelait Chiquitois, une entreprise qui fabriquait les jokari, les fameux jeux de plage tirés du jeu traditionnel de la pelote basque. Et donc j'étais dans les derniers salariés de cette entreprise qui était Anglette. Et puis on a fini notre temps de travail avec une grève qui était autour du 10 mai 1981. Les plus anciens de vos auditeurs et auditrices sauront qu'à cette période-là, c'était la fameuse période où les socialistes ont pris le pouvoir, où Mitterrand est devenu président de la République. Et donc, 2 mois avant cette date historique, avec mes compagnons de travail, nous nous sommes mis en grève. Nous avons occupé l'entreprise. Et puis 2 mois après aussi cette élection. Et donc, ça a été ce que j'appelle les 4 mois les plus importants de ma vie. Une vie qui commence déjà à peser sur mes épaules parce que je suis dans ma 62e année de vie, d'existence. Et donc pendant ces 4 mois, j'ai connu un petit peu ce que certains peut-être ont connu, qui est cette fameuse solidarité, cette fraternité qui unit les gens qui luttent, qui résistent, qui se donnent au risque de perdre leur travail et parfois plus. Je dis parfois plus parce que je sais par exemple que un des salariés qui avec moi était en grève, a divorcé par la suite parce qu'effectivement cette période rugueuse qui était la grève totale a généré un conflit ou durci un conflit qu'il y avait dans le couple et tout ça a fini par un divorce. Mais tout ça pour vous dire que cette grève c'était aussi un temps fort humainement, un engagement fort. Donc je rentre dans l'organisation Iparetarak aussi dans cette dynamique-là, un mouvement qui se revendiquait de libération nationale et sociale. Alors, peut-être parenthèse, quand tu dis libération, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être l'histoire du Pays Basque, c'était libération de qui, de quoi à ce moment-là? Alors, ce temps-là, c'était une période durant laquelle partout dans le monde, il y avait ce qu'on appelait les mouvements de libération, c'est-à-dire qu'il y avait des peuples qui se considéraient comme colonisés, ou en tout cas qui n'étaient pas maîtres de leur destin, et qui par divers moyens, y compris par l'utilisation de la violence, revendiquaient qu'ils aient accès à la libération, entre autres en utilisant ce qu'on appelle dans le droit international le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité qu'ont les communautés humaines, des peuples, des nations, de faire usage d'un droit démocratique qui est celui de faire valoir le droit à l'autodétermination. C'est vers ça que nous allions au Pays Basque ce temps-là et que l'on continue aussi sous d'autres formes aujourd'hui en ce début du XXIe siècle. Donc, j'étais entré dans un mouvement qui se revendiquait de libération nationale, c'est-à-dire la dimension identitaire de notre combat, mais aussi libération sociale, c'est-à-dire que c'était un mouvement qui s'inscrivait dans les mouvements de gauche de ce temps-là et qui militait pour la création d'un État ou de quelque chose dans lequel les cartes seraient rebattues, et entre autres où il y avait une forte remise en question de ce qu'on appelle le capitalisme. Et donc c'était ce temps-là, on parlait de Pays Basque indépendant et socialiste. Et donc je suis rentré dans ce mouvement de libération nationale et sociale qui utilisait la violence armée. Et vous savez que quand vous vous engagez dans ce type d'action, au bout du compte, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est ou la mort ou la prison. Et j'ai eu la chance, je pèse mes mots, j'ai eu la chance de ne connaître que la prison.
Voilà, c'est ainsi que en 1984, j'avais 23 ans, j'ai été incarcéré pour la première fois. C'était le 1er mars, dans des conditions tragiques. Le militant qui m'accompagnait ce soir-là a été tué par la police. Et donc, j'ai été, quant à moi, simplement incarcéré. 2 ans et 10 mois après cette première incarcération, je me suis évadé de la prison de Pau. C'était le 13 décembre 1986. Et puis, j'ai été rattrapé 6 mois après par les forces de police. Comme quoi, j'étais pas très doué pour la liberté. Hein. Donc, tu étais en cavale? Oui. 6 mois de cavale, donc qui se sont terminés par ma deuxième arrestation. Et là, j'ai commencé un long chemin carcéral et j'ai été libéré le 11 juillet 2001, c'est-à-dire que j'ai fait en tout et pour tout 17 ans de prison. 17 ans qui se composent de 12 ans en maison d'arrêt et 5 ans en maison centrale sécuritaire. Je peux dire que j'étais tout connu de la prison, sauf évidemment un phénomène qui malheureusement est trop important dans les prisons françaises, qui est le suicide. Hein. J'ai échappé à cette réalité-là. Et puis j'ai pas vécu de violence physique. Hein. Là aussi, c'est un phénomène qui touche malheureusement trop de gens dans les prisons. Mais du fait de mon statut, du fait de mon histoire, je n'ai jamais subi de violence physique en prison. C'est-à-dire que tu étais respecté par les autres détenus? J'étais respecté non seulement par les autres détenus, qui, vous savez, en prison, il y a une échelle un petit peu du mérite, entre guillemets. Ce qui, ce temps-là, était mis en haut de l'échelle, c'était ce qu'on appelait les terroristes, ou ce que nous appelons les prisonniers politiques, et entre autres basques. Mais il y avait aussi les délinquants du grand banditisme, les grands trafiquants internationaux de drogue ou autres. Et puis au bas de l'échelle, évidemment, il y avait ceux qui avaient commis des actes de nature sexuelle ou des crimes contre des personnes vulnérables, etc., etc. Donc j'étais là en haut de l'échelle, j'allais dire. Alors c'était pas simplement les personnes détenues qui étaient à mon égard respectueuses ou à l'égard de tous les prisonniers et toutes les prisonnières basques, mais il y avait aussi une grande partie du personnel pénitentiaire. Ça aussi, c'est important de le signaler. Ils nous considéraient comme des personnes normales dans leur échelle de valeur. Nous étions des travailleurs et des travailleuses, des gens qui, certes, étaient en prison, certes, qui avaient commis des actes illégaux, mais qui étaient des gens tout à fait normales, qui avaient une vie faite de labeur, de relations sociales, d'engagement, et à ce titre-là, nous avions le respect de ces gens-là. J'allais dire pratiquement de tout le personnel, parce que bien évidemment, on a été soumis aussi parfois à des attitudes peu fraternelles de la part d'une micro-minorité de surveillants qui usaient et abusaient de leur pouvoir pour nous malmener, pour des raisons politiques bien évidemment. C'était souvent des gens qui étaient d'extrême droite, des personnes qui abusaient de leur pouvoir pour nous faire vivre quelques misères intramuros. Voilà un petit peu pour ce qui est du passage en prison. Et puis par la suite... Je peux te demander, comment est-ce qu'on ressort après 17 années? Alors peut-être que tu l'aborderas un peu plus tard. Oui. Comment on est quand on a vécu 17 années en prison? La majeure partie des personnes détenues qui sortent de prison sortent seules. Là-dessus, il y a des chiffres, il y a des travaux universitaires qui sont menés qui démontrent que 80% des personnes qui sortent quotidiennement de prison sortent, comme on dit en prison, une main devant, une main derrière, c'est-à-dire sans rien, sans moyen de vivre décemment à l'extérieur, sans être attendu par quiconque, ni famille, ni relations sociales. Ça, c'est 80% des personnes qui sortent de prison. J'ai eu le privilège, et je pèse mes mots, d'être soutenu pendant 17 ans de prison, d'être attendu au sortir de la prison, c'est-à-dire que je suis sorti avec toutes les conditions qui permettent un retour gagnant au sein de la société. Beaucoup de gens me disent, mais 17 ans de prison, c'est certes une belle tranche de vie, et on me dit, comment fait-on pour rester debout? Alors
Tu anticipes mes questions. Ah bon, donc je te laisserai. Non, raconte. Je dis que je pourrais passer des heures à expliquer parce que il y a des raisons sociales, il y a des raisons sociologiques, etc. qui expliquent comment on peut être brisé par la prison ou au contraire éviter d'être brisé. Et comme nous allons prendre des heures et des heures, peut-être que votre auditoire serait fatigué. Donc j'ai une phrase. Pour rester debout en prison, le facteur principal, c'est de continuer à aimer et à être aimé. Voilà. Point. Aimer, continuer à aimer et à être aimé. Et c'est la chance et le privilège que j'ai eu en prison d'avoir une famille soutenante, une famille aimante, qui ne m'a jamais jugé. Et pour la petite histoire, je le rappelle, mon père était gendarme. Donc nous avons vécu mon enfance dans les casernes de la République. Donc logiquement, on pourrait dire, tiens, le papa a dû être énervé et peut-être a fait une coupure avec son fils à cause de ses engagements politiques. Ça n'a pas été le cas. Mon papa m'a toujours regardé comme un papa. Il n'a jamais été dans le jugement de mes engagements. Donc, voilà un petit peu, pour moi, ce qui est fondamental, aimer et être aimé, c'est ça le meilleur ingrédient pour rester debout en prison. Et que se passe-t-il pour toi alors quand tu sors de ces 17 années de prison ? Quand je suis sorti... Parce que tu avais donc une quarantaine d'années. Oui. Je suis sorti à l'âge de 40 ans et un poète avait dit la vie commence à 40 ans. Je peux vous le confirmer. La vie à 40 ans est un temps important et en tout cas je l'ai vécu comme tel. J'ai de suite travaillé. Alors j'ai été d'abord soumis à une interdiction de venir au Pays Basque et dans 34 autres départements pendant 5 ans. Donc là aussi, il y avait une peine après la peine, et ce n'est pas la seule difficulté que j'ai eue et que je continue à subir de mes engagements passés. Pourquoi ? Pour éviter d'être à nouveau en relation, peut-être, avec les anciennes organisations. Voilà, c'est ça. Et puis pour éviter des relations qui pour l'État auraient été gênantes. Et donc c'est 34 départements qui m'ont été interdits, et y compris Paris, la région parisienne. Mais la Croix-Rouge française m'a proposé un poste et a obtenu qu'on m'enlève ces interdictions sur Paris, la région parisienne. Donc, je suis monté sur Paris et j'ai travaillé au sein de la Croix-Rouge française où j'étais le monsieur prison de cette institution, à la tête de laquelle il y avait Marc Gentilini, qui était un grand professeur de médecine très connu et qui a formé des légions et des légions de médecins en France, mais dans le monde entier, en particulier en Afrique. Cet homme qui était proche de la famille Chirac m'a reçu un matin à 7 heures du matin dans son bureau et m'a dit très clairement, il me serre la main et il m'a dit je ne partage absolument pas vos convictions politiques, mais j'ai besoin de vous. Et donc, j'allais dire, le deal était très simple entre lui et moi. Nous n'avions pas les mêmes options politiques, mais nous avions une même vision de ce qu'était l'action de la Croix-Rouge en milieu carcéral. Et il considérait que j'étais la personne qui était en capacité de remuscler le volet prison de la Croix-Rouge française sur le plan national. Et c'est ainsi que j'ai travaillé pendant 3 ans et demi au siège de la Croix-Rouge française à Paris, que j'ai mené une action résolue sur le plan national auprès des personnes qui, à titre bénévole ou professionnel, travaillaient en milieu carcéral. J'ai aussi représenté la Croix-Rouge auprès d'instances nationales et internationales sur les questions touchant à la prison. Et ça a duré pendant 3 ans et demi. Et puis, au bout de 3 ans et demi, j'ai été élu président de l'Observatoire international des prisons, l'OIP, qui est le contre-pouvoir du ministère de la Justice en matière de politique carcérale. Là aussi, ça a été un moment important. Et au bout de 3 ans et demi, eh bien, j'ai été embauché par Emmaüs France. Là, j'étais à Montreuil, au siège d'Emmaüs France, et j'ai mené une expérimentation sociale à la demande sur un appel à projet du gouvernement. Il y avait un certain Martin Hirsch qui était au gouvernement, qui était l'ancien président d'Emmaüs France. Et c'est lui qui m'a demandé de faire une expérimentation sociale sur 3 départements, dont l'objectif était de créer un machin qui permette aux prisonniers les plus pauvres de bénéficier des aménagements de peine.
Je vous l'ai dit précédemment, 80% des sortants de prison sortent sans rien, donc c'est-à-dire c'est le boulevard ouvert vers la récidive. Sans accompagnement, parfois sans famille, sans entourage familial, social. Voilà, et sans argent, sans capacité de pouvoir défendre leur liberté nouvellement acquise. Et donc, on me demande de créer quelque chose qui permette à ces prisonniers-là de préparer leur sortie de prison. J'ai fait ça pendant 2 ans, sur 3 départements. J'ai fait un très beau rapport, très épais, salué par tout le monde. Un rapport qui est évidemment resté lettre morte. Dans les tiroirs. Depuis, voilà, dans les tiroirs où a bloqué une armoire au ministère de la Justice. Mais ça, j'allais dire malheureusement, c'est que trop courant. Donc, j'ai fait ces 2 années, et puis, eh bien, au Pays Basque, a été lancé un nouveau processus de paix, auquel on m'a associé dès le départ. Et donc, je suis revenu au Pays Basque pour... Donc, pour situer, on est dans les années 2000... Il y a cela 14 ans de ça. Ouais, 2010. Ouais. Voilà. Et donc, là, je me suis jeté, j'allais dire, sans réserve dans cette logique de processus de paix, entre autres en créant l'association qui s'appelle ARELA, qui était une association qui, dans le cadre du processus de paix, organisait l'accueil des sortants de prison et le retour des exilés. Beaucoup, des dizaines de Basques étaient parfois depuis 30 ans, 40 ans, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Donc, il a fallu organiser leur retour dans la dignité et j'ai créé cet outil qui s'appelle ARELA, qui existe toujours, qui a permis à ces gens-là de revenir au Pays Basque dans le cadre du processus de paix. Alors, processus de paix, petite parenthèse, pas de lutte armée. C'est un processus de paix qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est pas des sachants, c'est pas des politiques, c'est pas des spécialistes qui sont à l'origine de ce cercle vertueux, c'est la société civile. La société civile qui, d'un côté, a demandé à l'ETA de cesser la lutte armée, a demandé à l'ETA de rendre les armes, demandé à l'autorité publique de faire un bout de chemin, de demander aux victimes aussi de rentrer dans ce cercle vertueux. C'est ce qui s'est passé au Pays Basque. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. On a régulièrement encore des contacts de gens qui viennent du monde entier en disant mais comment vous avez fait ? Parce que là, le processus de paix, il tient. Le processus de paix, effectivement, depuis 14 ans, il n'y a pas le moindre acte de violence enregistré. Les armes ont été rendues. L'ETA s'est dissous. Il y a encore, malheureusement, près de 200 prisonniers qui croupissent au fond des cellules, majoritairement en Espagne et un petit peu encore en France. Mais nous avançons sur la consolidation de ce processus de paix et nous espérons arriver à terme à ce que cette page difficile, rugueuse, violente de l'histoire des relations entre le Pays Basque et la France et l'Espagne, bien soit tournée et qu'on écrive toute une nouvelle page qui soit faite de paix, de fraternité et de construction au quotidien de ce qui est et parce que nous y sommes déjà et sera le Pays Basque de demain. Donc voilà pour ce qui est de mes engagements. Et puis, on en vient à la ferme Emmaüs Bodone. Et oui, comment est-ce que tu es venu alors à créer ce projet? Mais dans ce que tu racontes, on comprend qu'il y a eu des prémices. C'est-à-dire que ce dossier qui est resté vain dans le tiroir, finalement, dans l'expérimentation qu'on t'a demandé de mener sur les 3 départements, peut-être, est-ce que c'est venu s'originer alors, c'est venu c'est venu par ailleurs. C'est venu, alors j'ai des raisons personnelles et puis des raisons plus politiques. Dans le cas du processus de paix, j'ai eu des rencontres avec d'autres représentants du mouvement nationaliste basque au ministère de la Justice, où sévissait, entre guillemets, ce temps-là, une certaine Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux. Et à la fin d'une des réunions, on parlait de la prison et elle m'a dit j'ai 2 soucis majeurs là, actuellement sur le front carcéral. Je n'ai pas sur Paris et la région marseillaise de lieu pour accueillir des mineurs qui sortent de prison. Bien. Et puis deuxième chose, je n'ai rien pour les femmes qui sortent de prison au niveau national. Et je suis sorti avec ces informations. Puis quelques mois plus tard, j'étais à la communauté Emmaüs de Tarnos, là qui se trouve juste devant nous, à l'instant où je vous parle, qui est un lieu qui est donc concomitant à la ferme Emmaüs Bodone. Et là, le responsable me dit il y a les missions africaines, donc nos voisins, qui vendent leur propriété. Et là, de suite, j'ai une relation qui se fait entre l'information que m'avait donnée Madame Taubira et ce que je venais d'entendre. Et je me suis dit, banco, il faut qu'on y aille.
il faut qu'on récupère ce bien. Et ce bien, on l'a récupéré, on l'a acheté au nom du mouvement Emmaüs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes donc propriétaires de ces murs qui ont appartenu pendant un siècle aux missions africaines, qui est un ordre religieux de missionnaires, et un lieu qui est cher aussi à mon cœur, parce que il y a de cela quelques décennies, mon oncle, dont j'ai le prénom et le nom, Gabi Mosca, était ici séminariste à l'âge de 14 ans. Il était parti de son village de Baïgori pour être séminariste, comme d'autres futurs séminaristes basques, landais, béarnais. Et donc ce lieu, je le connaissais de ce côté-là, par le fait qu'il a été séminariste, puis professeur ici au séminaire des missions africaines. Et puis par la suite, comme j'étais scout aussi, quand j'étais au catéchisme, on avait beaucoup de temps partagé ici à Boudonne, comme beaucoup d'enfants des Landes, du Pays Basque, du Béarn, qui ont fait des camps, des formations, etc., à caractère religieux. Donc ça, je vous disais, c'était lié à ma vie familiale. Je vous ai aussi parlé de l'information transmise par Madame Taubira, et puis aussi pourquoi les femmes, pourquoi un projet lié aux femmes, parce que je suis un jeune papa, même si j'ai 62 ans, mais j'ai des enfants de 7 et 9 ans, Eléa et Louma, et la naissance de Louma, de notre aîné, a été un temps que l'on attendait comme heureux, comme l'entendent comme une naissance tous les parents, bien évidemment, mais ça a été un temps violent. Maëlys, ma compagne, a vécu ce qu'on appelle des violences obstétricales, et ça a été quelque chose qui m'a marqué dans mon humanité, et je me suis ouvert ce jour-là réellement à la question du féminisme, de la réalité vécue par les femmes dans notre société. Je suis militant depuis l'âge de 15 ans, ce qu'on appelait militant révolutionnaire, et j'ai lu, évidemment, ça fait partie de mes formations politiques, j'ai beaucoup lu, mais je connais des réalités de façon livresque. Et la question du féminisme, qui est portée par le mouvement nationaliste basque depuis des décennies, qui a fait du Pays Basque un lieu de référence très très longtemps sur la question féministe, entre autres, eh bien, je connaissais ces questions de façon livresque, de façon intellectuelle. Mais là, au travers de la violence subie par Maëlys, où j'étais en première ligne avec elle, eh bien, ça m'a fait plonger dans une réalité, et c'est aussi ça qui a contribué à ce que je sois sensibilisé, et plus que sensibilisé aux questions de violence subies par les femmes. Et le fait que j'ai décidé dès le départ que la ferme Emmaüs Boudonne accueille des femmes détenues, c'est aussi une réponse à ce qui a été une violence subie par moi, par Maëlys d'abord, mais par moi après, au travers de la naissance de notre fille Louma. Voilà. Depuis combien de temps est-ce qu'il existe, ce lieu ? Ce lieu, nous sommes dans la 4e année d'accueil des résidentes, mais j'ai travaillé avant 1 an et demi à la conception, à concevoir le projet, à obtenir les éléments constitutifs sur le plan légal, à m'habiter des lieux. Ça aussi, ça a été quelque chose. J'ai passé beaucoup de temps à marcher des heures et des heures dans les couloirs, dans les pièces, sur les 3 hectares de terre agricole, les 7 hectares de forêt que nous avons derrière, pour dire comment je vais faire pour que ce lieu soit le plus profitable aux personnes que nous allons accueillir ici. Comment faire de ce projet quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui soit rempli d'humanité d'abord, mais aussi de volonté de contribuer à apporter quelque chose de positif au fonctionnement de notre société. Voilà. Donc ça fait à peu près 5 ans, 6 ans que je suis autour de ce projet. Et je tiens à toujours utiliser la notion de projet. Pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup d'anciens projets qui sont devenus des réalités, dans lesquelles les équipes qui font vivre ces réalités-là tournent le dos à la notion de projet. C'est-à-dire que ces personnes-là s'inscrivent dans des certitudes au niveau des pratiques professionnelles, des certitudes sur les personnes qui sont accueillies, etc., etc. J'allais dire, le jour où on perdra cette notion de projet, ça sera le début de la fin pour cet établissement. Le début de la fin pour nous en tant que professionnels, et donc je ne cesse jamais de rappeler aux membres de mon équipe, rappeler aux bénévoles que nous accueillons, de dire
Il nous faut nous remettre en question quotidiennement dans notre pratique, dans le regard que l'on porte sur ce que l'on fait, sur les personnes que l'on accompagne et que l'on accueille. Voilà. Donc, je tiens à ce que nous soyons toujours dans cette logique de projet. Et concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Parce que tu parles de bénévoles, d'équipes. Comment ça s'articule? Quand l'administration pénitentiaire parle de notre structure, je sais, et souvent ils me l'ont souligné, qu'ils abordent pratiquement de suite une réalité qu'ils trouvent formidable, c'est-à-dire le fait que il n'y a pas simplement une équipe de professionnels, nous sommes 6 professionnels pour accompagner 12 résidentes, mais aussi qu'il y a une dizaine de volontaires, de bénévoles, de gens qui consacrent de leur temps à la vie de notre structure. Et ils trouvent ça formidable, et je trouve ça effectivement formidable. Et dans les formations que l'on fait régulièrement auprès des volontaires, des bénévoles, je ne manque jamais de souligner toujours une seule et même chose. C'est que les bénévoles, quand ils viennent, ou j'allais dire quand elles viennent ici, parce que ce sont majoritairement des dames, elles disent oui, mais je donne un petit peu de mon temps, je donne un petit peu de ce que je sais faire, de ce que je suis. Je leur dis, ça c'est très bien. Mais vous n'imaginez pas une dimension qui est bien plus importante que ça, que vous apportez ici en étant bénévole. Les femmes que j'accueille ici sont majoritairement et de façon tout à fait légitime en divorce avec la société, en divorce. Pour 2 raisons, majoritairement. Première raison, parce qu'elles ont été jugées devant des tribunaux qui bien souvent ont été très durs, qui ont appliqué des condamnations très lourdes. Elles vivent ça comme une forme d'injustice. Parce que souvent, pour ne pas dire toujours, n'a pas été pris en compte un passé extrêmement lourd, un passé marqué du sceau de la violence, sous diverses formes, et que ça n'excuse pas les faits qu'elles ont posés. Mais ça explique grandement, pour qui veut le voir, qui veut l'entendre, ce qui a été, en fin de compte, un acte illégal, qui soit de nature criminelle ou autre. Et donc, premier rapport et premier divorce avec la société, parce qu'il faut rappeler quand même que la justice au quotidien est rendue en notre nom, au nom de des citoyens et citoyennes français et françaises. Et donc, premier regard porté sur la société, vous nous avez condamnés, vous nous avez laissé condamner de façon extrêmement lourde, voire injuste. Le deuxième élément, ces femmes-là ont commis la prison. Et aujourd'hui, je vais pas m'étendre parce que je pense que c'est de notoriété publique que les conditions de détention en France sont souvent, bien trop souvent qualifiées attentatoires à la dignité de la personne humaine. Et ces femmes-là nous le reprochent, à nous, la société. Et pourquoi? Parce que les prisons fonctionnent ou dysfonctionnent grâce à nous, ou à cause de nous. Parce que c'est avec nos deniers, c'est avec nos impôts que cette administration fonctionne. Donc, deuxième rapport qui nous lie, nous, citoyens et citoyennes, avec la réalité justice-prison, eh bien, c'est ça. C'est le fait carcéral, l'indignité qui est organisée et l'application des peines qui sont jugées trop longues et parfois trop injustes. Donc, il y a un divorce entre ces femmes et la société. Et pour revenir à nos bénévoles, ces bénévoles, elles représentent chacune d'entre elles une main tendue de la société à l'adresse de ces femmes détenues que j'ai ici. Et par leur présence, par leur action, par leur sourire parfois, tout simplement par l'échange, le respect, le non-jugement, eh bien, peu à peu se renforce, se refait le lien d'humanité entre ces femmes détenues et la société extérieure. Et ça, c'est l'apport majeur des bénévoles dans notre structure. C'est un point fort de votre projet. Oui. Et j'aime à le souligner parce que je le dis et le redis, les bénévoles, bien souvent, n'ont pas conscience de ça. Et j'aime à leur souligner parce que c'est un engagement immense. Parce que, attention, ici, on ne fait pas de l'insertion, de la réinsertion, comme le font beaucoup de structures en France, qui font de l'insertion et de la réinsertion de personnes en difficulté plus. Ici, on insère ou on réinsère, je préfère parler de démarche d'autonomisation des personnes, mais on fait autre chose ici. On lutte contre la récidive.
on essaye de faire en sorte que les femmes qui nous sont confiées ne soient plus dans un état d'esprit ou dans une situation qui les amène à refaire des actes délinquants ou criminels demain ou après-demain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les bénévoles, nos bénévoles, concourent à cette réalité-là. Et donc ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je suis extrêmement attaché à nos bénévoles, extrêmement reconnaissant de l'apport social de ces personnes à notre structure. Tu me disais tout à l'heure en aparté, c'est un lieu très ouvert. Tu parlais qu'il y a 4 hectares. Tu me disais si elles quittent le site. C'est l'évasion. C'est l'évasion. Oui. C'est ça, c'est bien recontextualisé. Elles vivent pas librement, totalement sur le site. Il y a quand même Oui, elles sont en aménagement de peine. À part. Ces femmes-là bénéficient de ce qu'on appelle un aménagement de peine. En clair, ça veut dire que plutôt que de rester quelques mois, jusqu'à même 2 ans, au fond d'une cellule de 9 mètres carrés, à ne rien faire, à regarder la télé, à fumer du shit, à prendre des médicaments neuroleptiques et autres, eh bien, elles sont ici, parmi nous, respectées, avec des obligations qui sont effectivement le travail. Elles ont des contrats de 26 heures, elles sont payées, elles bénéficient, j'allais dire, des droits qu'ont tous les salariés en France. Mais il y a des obligations. Elles ont par exemple, des obligations de soins en particulier, des obligations aussi de respecter les horaires, de respecter, eh bien, entre guillemets, les frontières de notre établissement. Et je le dis effectivement, pour que les choses soient claires, si l'une d'entre elles sortait du périmètre de la ferme sans mon autorisation, c'est effectivement administrativement une évasion. Depuis un peu plus de 3 ans que nous existons, j'ai dû déclencher à 2 reprises procédure d'évasion. Les dames en question ont été rattrapées, réincarcérées, rejugées avec une condamnation supplémentaire pour fait d'évasion. Ça fait partie de ma responsabilité. Sur combien de femmes accueillies depuis 3 ans? Depuis 3 ans, on en est à 38 personnes accueillies. Donc, il y a eu 2 retours pour évasion et 5 renvois aussi en prison pour des actes de violence. Ici, la ligne rouge à ne pas dépasser est celle de la violence physique. C'est ce qui m'a amené à renvoyer des personnes derrière les barreaux. Alors, je sais que, au vu de mon passé, beaucoup se posent la question, mais comment cet homme peut-il aujourd'hui renvoyer en prison des gens, y compris des gens qui ont commis des évasions, puisque c'est le terme, alors que lui-même s'est évadé dans sa vie? Alors la réponse est très claire. Déjà, dès qu'une résidente arrive ici, je le dis dans les 5 premières minutes, que ma main ne tremblera pas pour prendre le téléphone s'il advenait que la personne veuille quitter les lieux sans mon autorisation. Ma main ne tremblera pas et n'a jamais tremblé quand c'était nécessaire. Tu poses le cadre d'emblée. C'est le cadre. Il faut un cadre. Mais le cadre, pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà parce qu'il a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile de créer ce lieu de vie qui est la ferme Emmaüs-Baudonne. Vous notez bien que... Il y a eu quelques frictions. Il y a eu, on appellera ça des frictions sur le plan local. Et puis il y a aussi beaucoup de femmes détenues qui aimeraient être ici et qui ne le peuvent pas. Pour X raisons, parce que les magistrats disent que la demande est anticipée ou parce que il y a eu dans le passé des faits intramuros contraires au règlement intérieur, d'où sanctions et non bénéfice d'aménagement de peine, par exemple. Bref, il y a des femmes qui aimeraient et qui auraient mérité d'être ici et qui ne le peuvent pas. Et donc, je demande, pour ne pas dire que j'exige, des femmes qui sont ici, qui ont la chance d'être ici, de respecter le cadre, respecter la confiance que nous leur donnons. Voilà. Parce que c'est un dispositif expérimental, dans le fond, unique en France. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui est mon rapport avec l'évasion, mon rapport avec le cadre. Je l'assume totalement et effectivement, je le dis très clairement, les 2 fois où j'ai dû déclencher les recherches avec la gendarmerie, je n'étais pas heureux, loin s'en faut. C'était un moment très très difficile à vivre humainement pour moi. Idem lorsque j'ai renvoyé 5 résidentes en prison. À chaque fois, c'est dans mon esprit une violence que je m'impose d'abord à moi, avant de l'imposer à autrui. Voilà.
mais ça fait partie des obligations qu'il me faut respecter parce que tient à ça, j'allais dire, le crédit de notre structure. Et oui, pour que votre projet puisse continuer à vivre et à se développer. Voilà. Ouais. Et par exemple, pour vous montrer l'état de confiance dans lequel nous sommes avec l'autorité publique, je pense en particulier à la juge d'application des peines de Dax, mais aussi au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Dax avec qui nous travaillons au quotidien, c'est que il y a de cela maintenant 7-8 mois, j'ai proposé à l'autorité que les résidentes puissent sortir tous les samedis de 9h à 19h seules, non accompagnées. C'est-à-dire que dans la mesure où l'objectif final du passage dans notre demeure est qu'on permette à ces femmes-là d'être autonomes et de pouvoir vivre normalement dans la société, il y a un moment ou l'autre, l'expérience de l'autonomie, l'expérience de la confiance sur le terrain doit se démontrer. Et donc, j'ai demandé à l'autorité que ces femmes-là puissent sortir, à la condition, évidemment, en fin de journée, de signer un registre qui est renvoyé à l'autorité publique, etc., etc. Et ça a été accepté. Et depuis maintenant 8-9 mois que c'est en fonctionnement, on a eu 2 micro-incidents avec des personnes qui avaient un petit peu bu, mais qui n'a pas été de nature à provoquer une quelconque gêne dehors ou dedans. Malgré ces 2 incidents, eh bien, on a eu au bout de 4 mois une réunion bilan avec l'autorité publique pour dire, voilà, est-ce qu'on l'arrête, on continue? Et au bout de 4 mois, tout le monde était d'accord sur le fait que c'était une expérience rondement menée, une expérience réussie, et ça a été validé. Et ça a été tellement bien validé que j'ai continué à surfer sur la vague et en disant à l'autorité publique, écoutez, le samedi c'est bien, nos résidentes peuvent faire leurs achats pour la semaine, elles peuvent aller dans un magasin, elles peuvent aller voir un film, etc. Mais pour certaines démarches administratives, le samedi c'est pas possible parce que évidemment les bureaux sont fermés. Est-ce que vous accepteriez qu'on continue cette expérience le mardi après-midi? Et alors, il y a eu un petit moment de réflexion, quelques jours de réflexion, de l'autorité judiciaire en particulier, de la juge d'application des peines, du procureur de la République, et en fin de compte, in fine, ils nous ont accordé aussi le mardi après-midi une sortie, des sorties non accompagnées pour les résidentes. Et tout se passe très bien. Et tout ceci se fait sur la base de la confiance, du courage des magistrats et des services pénitentiaires d'insertion. Il faut le souligner aussi, parce que c'est une prise de risque pour ces fonctionnaires. Mais au vu de cette expérience, au vu de ce que nous travaillons au quotidien, eh bien, l'idée a été validée du mardi après-midi et du samedi, et ça se passe jusqu'à présent très bien. Très bien. Et qu'en disent les résidentes? Les résidentes, je pense qu'elles préféreraient aujourd'hui qu'on leur arrache à chacune d'entre elles un bras plutôt que de renoncer à ces sorties du mardi après-midi et du samedi, parce qu'effectivement, c'est un bol d'oxygène. Alors ici, c'est pas la prison, c'est pas non plus la liberté, mais lorsque elles sont en capacité d'aller à Bayonne ou dans une ville environnante une journée ou un après-midi, c'est effectivement un plus considérable et je me réjouis. Je me réjouis aujourd'hui que nous soyons en capacité de maintenir ce degré de confiance, parce que tout ici est basé sur la confiance. La confiance, c'est ce que je mets sur la table dès lors que j'ai la première rencontre avec chacune des résidentes. La confiance. Après, évidemment, il y a le cadre, le règlement intérieur, les ordonnances des juges d'application des peines. Ça, c'est le cadre. Mais d'abord et avant tout, la confiance. Et la confiance, c'est une valeur suprême du mouvement Emmaüs, pour lequel nous travaillons. Nous sommes une institution emmaüsienne, et d'ailleurs, ces jours-ci, c'est pour nous un temps extrêmement important, parce que nous allons vivre les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre, et donc nous sommes aujourd'hui portés par cet anniversaire-là, un anniversaire qui nous permet de dire, les yeux dans les yeux, aux Français et aux Françaises, et au-delà, que l'abbé Pierre n'est pas mort, que il vit au travers d'un mouvement qui chaque jour accueille toujours plus de personnes en difficulté, que nous créons des outils novateurs en solidarité avec les plus précaires, et l'exemple
de la ferme Emmaüs Baudonne, évidemment, est un exemple extrêmement clair de cet Emmaüs qui se renouvelle avec le temps, qui renouvelle la solidarité, les formes de solidarité. Et donc, ces 70 ans vont être l'occasion, effectivement, pour nous, de dire haut et fort que l'abbé Pierre est toujours vivant, que le combat que nous menons avec les pauvres contre la pauvreté, nous continuons à le mener avec cette volonté aussi farouche, peut-être pas avec la prestance de l'abbé, parce que l'abbé était un homme qui par sa voix était capable de soulever, à défaut de soulever les montagnes, de réveiller les consciences. Il est irremplaçable, mais ils sont des mille et des cents en France et ailleurs qui sont les héritiers de l'abbé Pierre. De l'abbé Pierre, je dis, mais aussi de Lucie Coutaz, de Georges Leguet, ceux qui ont été à l'amorce de ce magnifique mouvement qu'est Emmaüs. Et puis tu me disais, tu as eu la chance de le rencontrer. Oui, j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer l'abbé Pierre à 3 reprises. C'est lorsque j'étais président de l'Observatoire international des prisons. On avait mené des actions communes. Emmaüs a été très soutenant dans des années très difficiles au niveau financier pour l'Observatoire international des prisons. Là aussi, c'est quelque chose que je ne manque jamais de souligner, l'importance que Emmaüs a sur l'existence, la continuité de l'action de l'OIP au niveau national français. Puis un jour, on avait fait à la mairie de Paris un colloque sur le lien pauvreté et prison. Et l'abbé Pierre était là. C'était dans ses dernières années de vie. Il était sur une chaise roulante, il était fatigué. On a une photo de l'abbé et de moi qui étions réunis au milieu d'une grande salle sous les ordres de la République à la mairie de Paris. Et l'abbé était très sourd, il entendait très 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 mal. Et pour lui parler, ce temps-là, il fallait coller son oreille, contre son oreille la bouche et lui dire les choses. Et le photographe m'a pris avec la bouche ouverte, collée pratiquement contre son oreille. Et ça donnait l'impression de quelqu'un qui hurle à l'abbé Pierre. Et c'est une photo assez étonnante. Bref, j'ai eu la chance de le rencontrer, comme j'ai rencontré aussi Sœur Emmanuelle, qui sont des exemples pour beaucoup de gens. Malheureusement, la jeunesse actuelle n'a pas en mémoire, évidemment, ces personnages, mais qui ne sont pas si lointains que ça. Leur œuvre continue, mais l'exemple qui est toujours à souligner de ces gens-là est de dire que l'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle ou d'autres grands qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ils sont comme vous et moi. Nous sommes nés avec 2 jambes, de bras, une tête, et que chacun d'entre nous peut être en capacité de devenir demain ou une Sœur Emmanuelle ou un l'abbé Pierre. Nous sommes tous à une capacité de provoquer le bien sans limite, sans limite. Cet homme, cette femme nous l'ont démontré, et d'autres aussi, évidemment, dans l'histoire de l'humanité, mais c'est un rappel à nous aujourd'hui, simples mortels, que nous pouvons toutes et tous devenir des grands dans le sens du bien, du sens de la fraternité, dans le sens de la sororité. Et il faut le rappeler sans cesse, parce que on se pose souvent des limites. L'école pose des limites. L'éducation pose des limites. Il faut savoir s'en libérer quand nécessaire. Et quand c'est pour le combat pour la justice, quand c'est le combat pour la liberté, il faut nous libérer de nos chaînes de l'éducation, nous libérer de nos chaînes pour être véritablement des personnes humaines en capacité de faire de grandes et belles choses au service de la justice et de la liberté. Tu en es un bel exemple, Gaby. Tu t'es inscrit complètement aussi dans cette lignée-là avec ton projet. Oui, alors je ne me comparerai pas à ces personnages historiques. Je rappelle aussi que tous ces personnages historiques n'ont jamais été seuls. Ils ont été entourés des gens qui n'ont pas marqué l'histoire de l'humanité, mais qui étaient là pour construire, pour faire. L'abbé Pierre n'a jamais été seul. Il était souvent entouré. Sœur Emmanuelle aussi. Au jour d'aujourd'hui, je suis aussi à la ferme Emmaüs Baudonne, entouré de bonne volonté, entouré de gens désireux, ardemment désireux
de voir ce projet avancer, croître, être utile à la société. En fin de compte, tant mieux pour les 12 résidentes qu'elles aient leur place ici, qu'elles aient la possibilité d'échapper à la prison pendant quelques mois, voire 2 ans. Mais ce lieu est aussi un lieu qui démontre à la société, à nos concitoyens et concitoyennes, qu'on peut sanctionner autrement. Voilà. Que le temps de la prison doit être un temps résolu. Un temps qui est révolu. Est révolu, oui. Ou révolu, voulais-je dire. Et que, évidemment, dire « je ne veux pas de prison », c'est une chose. C'est déjà bien de le dire, de l'énoncer. Mais il faut répondre à la question, oui, mais à la place de la prison, oui, quelle alternative? Quelle alternative? Nous démontrons au quotidien que l'on peut sanctionner les délits et les crimes autrement que par ce que j'appelle la peine barbare de l'incarcération, une peine qui est indigne de notre niveau de civilisation. Donc c'est là aussi l'objectif, c'est que notre modeste expérience amène nos concitoyens et concitoyennes à imaginer un demain sans prison. Et aussi, bien évidemment, ce changement, il viendra par la prise de conscience du plus grand nombre, mais aussi par la prise de conscience du politique, des gens qui font la loi, des gens qui ont une responsabilité dans ce qu'est la politique pénale et carcérale dans notre pays. C'est pour ça que la porte est souvent ouverte à des politiques ici, où on leur permet d'avoir contact avec le réel de notre alternative. Et j'ai vu sur votre site internet, Christine Taubira est marraine de votre projet. Oui. Alors, on a vécu un temps important il y a 2 ans. Notre marraine était venue passer toute une journée ici et à la fin de la journée, elle devait reprendre le train pour la mener à Paris. D'autant plus que le lendemain, elle devait annoncer son lancement dans la campagne présidentielle. Donc, c'était important. On arrive, je l'accompagne à la gare de Bayonne, le TGV ne marche pas. Il est bloqué à Urrugne. Et donc, vous imaginez comme elle était mal par rapport à ça. Et puis, bon, je lui dis, écoutez, on revient à Bodonne, j'ai des chambres libres, vous dormirez là et demain matin à la première heure, je vous ramène à la gare de Bayonne. Et elle a accepté, pas avec le sourire, je puis vous assurer. Et puis, elle est arrivée à la ferme et on l'a menée dans une chambre qui était dispo. Et sachez, pour la petite histoire, que Madame Taubira, cette nuit-là, a dormi avec un pyjama qu'une résidente, donc une détenue, lui a prêté. Voilà. Extraordinaire. Oui, c'est assez extraordinaire. Ce n'est pas étonnant de Madame Taubira, pour qui la connaît, qui est capable, j'allais dire, d'actes d'humanité, qui est capable du contre-pied permanent. Madame Taubira, dans d'autres conditions, je pense qu'elle aurait été avec l'abbé Pierre au début d'Emmaüs, parce qu'elle a vraiment la fibre humaniste. Voilà. Donc, elle est notre marraine et notre parrain est un certain monsieur Jean-Marie Delarue, qui était le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté, un homme grande valeur, un grand serviteur de l'État, qui a accepté sans hésiter d'être parrain de notre structure. J'ai plein de questions encore à te poser, Gaby. Juste toutes ces femmes que tu accueilles sur ce site, comment est-ce qu'elles sont choisies? Qui décide? Comment? Parce que tu dis entre celles qui aimeraient bien pouvoir être accueillies ici. Ouais. J'imagine que c'est pas toi, Gaby Mouesca, qui choisis dans les dossiers qui tu vas accueillir sur site. Comment ça se passe? Aussi, alors, je concours au choix, évidemment. Oui. J'ai le choix à tout moment du processus de recrutement de dire non à une personne. Voilà. Alors, le process, il est d'abord, c'est un acte volontaire des prisonnières de nous écrire en disant « je souhaiterais intégrer votre structure ». Deuxième phase, une fois reçu ce courrier, on organise avec la prison dans laquelle se trouve cette dame une rencontre soit en visio, soit, si c'est une prison qui est pas trop loin, Bordeaux ou Pau par exemple, une rencontre où une ou deux personnes de notre équipe vont la rencontrer, ils lui disent voilà, ça fonctionne comme ça, la ferme, toi pourquoi veux-tu venir? Et donc il y a un échange qui nous permet de jauger un petit peu la volonté, la motivation, oui. etc. Et puis si au retour chez nous, on considère que la personne
est en capacité d'être accueilli, eh bien, on valide sa candidature. Et à ce moment-là, troisième phase, la futée résidente s'adresse au juge d'application des peines de la prison dans laquelle elle se trouve et elle demande à bénéficier d'une permission de 5 jours. 5 jours qui lui permettent de venir ici, d'être parmi nous, de travailler, de matiner, voir ce qui est le travail de la terre. On n'a pas évoqué, mais elle travaille à la ferme. En maraîchage. C'est ça, hein. Elles font du maraîchage biologique. Et pendant 2 matinées, elle voit ce que c'est comme travail. Elle voit que la terre est basse, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, nous, on voit sa relation avec les autres résidentes, avec les membres de l'équipe, avec les bénévoles. Voilà. Donc, ça nous permet de voir qui est qui. Et puis, au bout de 5 jours, elle retourne en prison. Et à ce moment-là, je dis si oui ou non cette personne pourrait être intégrée. Et puis à elle, si elle veut toujours venir ici, parce que ça peut arriver aussi qu'elle dise non c'est pas, je pensais à un truc mais c'est pas ça que j'ai vu. Et donc elle aussi a une capacité donc de refuser de venir. Et si elle accepte, si elle veut continuer le chemin, eh bien elle demande au juge d'application des peines à bénéficier de ce qu'on appelle le placement extérieur. Et in fine, avec mon accord, c'est le juge qui décide en son âme et conscience s'il accorde un placement extérieur et à partir de quand pour la femme en question. Et quand l'ordonnance est rendue, eh bien ces personnes viennent ici, on les accueille et débute une aventure entre elles et notre équipe et notre structure. Vous avez beaucoup de demandes, parce qu'on imagine que sur 12 places, avec, tu disais, des contrats de jusqu'à 2 ans, c'est ça? Vous pouvez les accueillir pendant 2 ans. Oui. Les places sont limitées et chères. Alors le fonctionnement est très particulier parce que en fait une candidature repose sur 3 corps de métier qui ont 3 calendriers et rythmes différents d'action. Donc il y a la personne première en question qui est la résidente. Après il y a la ferme. Nous avons notre calendrier, nous avons nos obligations, notre façon d'œuvrer, de mener les procédures. Après, il y a le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, les personnels de l'administration pénitentiaire qui font dans le social, entre guillemets, intramuros. Eux aussi, ils ont leur programme, ils ont leur façon d'œuvrer, leur timing. Et puis, il y a le magistrat, qui lui aussi a ses contraintes au niveau du temps, au niveau des procédures, etc. Donc, pour coordonner tout ça, ça prend parfois beaucoup de temps. Et en moyenne, c'est à peu près 8 à 10 mois, un process entre le temps où la personne nous envoie le courrier et l'effectivité de son accueil ici. Donc, c'est des process qui sont longs. Ouais, donc elles sont aussi responsabilisées par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est elles qui font la demande. C'est à partir d'elles que démarre le processus. Oui. C'est-à-dire qu'elles ont connaissance de l'existence de la ferme. Enfin, il y a une information qui est faite aussi dans les prisons. Comment elles ont notion que vous existez? Parce que alors, c'est pas une sensibilisation qui est faite dans les prisons de dire voilà ce dispositif qui existe. Toutes les prisons qui accueillent des femmes sont censées connaître notre existence. Mais toutes les résidentes ne sont pas en capacité de faire une demande. Et même si pour nous le critère premier c'est les gens qui sont les plus désocialisés, sans famille, à qui nos portes s'ouvrent, eh bien ce sont justement ces gens-là qui ont le plus de difficultés à venir vers nous. Donc il y a une alchimie qui est un combat permanent pour nous, une alchimie entre informer, et d'ailleurs par exemple quand on voit qu'il y a beaucoup de presse qui vient ici, on me dit mais pourquoi il y a autant de presse que vous accueillez? Parfois c'est vrai que c'est pas toujours agréable, il y a une forme d'intrusion de la presse par. Oui, est sur leur lieu de vie. Oui. Alors je dis. On est sur ton lieu de travail. Oui. Et sur leur lieu de vie. Tout à fait. Tout ça, ça vient se télescoper. Voilà. Donc, ouais. Mais je dis entre autres que l'intérêt de communiquer, c'est justement de permettre à ce que des femmes détenues puissent avoir accès à l'information, parce que il y a déperdition de l'information. Il y a des établissements où on rappelle, une fois par an notre existence, au lieu de rappeler tous les mois, de maintenir l'information vive pour que cela motive des candidates potentielles. Donc, quand j'arrive pas à rentrer par la porte, je rentre par la fenêtre, moi. Et rentrer par la fenêtre, c'est rentrer par la presse, la radio, la télé, les émissions de télé, les articles dans la presse. C'est comme ça que on parvient à
arriver aux oreilles ou aux yeux des potentielles futures résidentes. Tous les canaux de communication qui sont à sa portée, quoi. C'est ça. Et petite question, l'école alternative que vous accueillez sur site, donc ce n'est pas toi qui en es la responsable dans la gestion. Comment vous cohabitez tous ensemble? Il y a des projets croisés avec l'école, les résidentes? Donc, le début de cette cohabitation heureuse, c'est d'abord une idée qui m'a habité très très longtemps, qui continue à m'habiter. C'était une phrase de Victor Hugo qui avait dit un jour quand on ouvre une école, on ferme une prison. Hein, donc on voit l'idée qu'il y a là derrière. Donc l'éducation qui est le meilleur barrage contre la délinquance, etc. Alors évidemment, pour qui connaît un petit peu ces questions liées à la délinquance, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il y a des gens qui ont une grande éducation qui, malgré tout, sont délinquants, voire criminels. Et autre idée aussi, quand on ouvre une école, on ferme une prison. On a ouvert cette école ici, c'est pas pour autant qu'on a fermé une prison, malheureusement. Et même qu'il y a malheureusement, on s'inscrit plutôt dans une logique de création de nouvelles prisons en France. Bref, donc on est parti de cette phrase-là. Et puis d'un projet porté par deux dames qui pendant 2 ans ont essayé d'avoir des lieux pour monter leur école, et c'était pas possible parce qu'ici le prix de l'immobilier est tel qu'ils ne sont pas arrivés à trouver ce qui leur ce qu'elles désiraient. Et donc nous, on avait des lieux non utilisés ici, c'était des garages ouverts grâce à la solidarité de l'entreprise Goiti. Je les cite parce que ils sont grandement responsables à l'ouverture de cette école. On a pu avoir une école créée en moins de 3 mois, des locaux neufs, qui a permis à cette école d'ouvrir ses portes et de permettre, aujourd'hui, ils sont plus d'une quarantaine d'enfants de 3 à 11 ans, avec une liste d'attente de plus de 150 élèves. C'est ce que m'a dit Maëlys. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, hein. On sent que... Oui. Il y a une volonté manifeste de plus en plus de gens d'offrir une autre éducation, d'avoir un autre rapport entre les sachants et les enfants, une autre vision de ce qui est le respect de chaque individualité, de chaque enfant, de partir à partir de ce qu'il est et ne pas considérer un enfant comme un élément d'un troupeau, et renoncer à l'idée que les enfants peu à peu se transforment en des futurs consommateurs ou en des futurs soldats. Tout ça se joue à l'école, et l'école OSE et d'autres écoles alternatives, mais aussi dans l'éducation nationale. Je sais, pour en avoir rencontré plus d'un, il y a dans l'éducation nationale aussi des professeurs qui sont au quotidien volontaires pour éduquer dans le respect de la personne, éduquer dans une vision... J'ai une amie qui est institutrice dans une école privée, je crois, qui a un certain nombre de libertés d'action, mais qui effectivement est très connectée à la nature, et donc connecte les enfants par le biais de la nature et tout un tas d'expériences. Voilà, c'est pour ça que il ne faut désespérer d'aucun système. Ni opposer. Voilà, ni les opposer, bien évidemment. En tout cas, l'école OSE a le mérite d'exister, et quotidiennement, je n'ai jamais vu un enfant pleurer ici. Hein, soyons clairs. Il y a 3 ans que c'est ouvert, je n'ai jamais vu un enfant arriver en traînant des pieds le matin à l'école. Pas de phobique scolaire. Il y a des phobiques scolaires qui viennent ici parce que ils ont été victimes de phobies dans des écoles publiques en particulier, et qui sont accueillis. Et pour être clair, hein, pour être sur le sujet, on a même accueilli un enfant de 9 ans, phobique, qui faisait pipi tous les soirs dans son lit. Et du jour au lendemain, le jour de sa venue ici, il a arrêté de faire pipi. À 9 ans. Voilà. Alors, je vais pas, on va pas créer d'un exemple une généralité, mais c'est aussi ça, OSE. C'est aussi ça. Donc, alors pour ce qui est de cette cohabitation que je dis heureuse, effectivement, il y a, par exemple, on a des événements, des fêtes dans l'année scolaire qui sont partagées. Il y a des résidentes qui viennent aux fêtes de fin d'année ou de fêtes de l'hiver, des fêtes de l'été. On fait aussi des ventes 2 fois l'année, un marché, des artisans, etc., entre l'école et notre structure. Les 2 personnes qui nettoient les écoles au titre du salariat aussi sont 2 résidentes de chez nous. Hein. Tous les soirs, elles nettoient l'école.
les parents achètent aussi le jeudi lorsqu'on fait la vente sur site, la vente de légumes, un certain nombre de familles achètent chez nous. Bref, il y a à l'évidence des liens qui avec le temps se créent, se renforcent, et nous sommes aussi là en train de casser cette image de détenus qui n'inspirent que le rejet, avec lesquels il est difficile de mettre en contact des gens et a fortiori des enfants. Non, nous on vit sereinement, j'allais presque dire dans la joie, cette cohabitation, et nous démontrons là aussi au quotidien que il ne sert à rien de stigmatiser, qu'on ne peut pas résumer une personne à un acte posé, aussi horrible soit-il. Chaque personne qu'on accueille ici sont des gens en devenir. Elles ont fait ce qu'elles ont fait. Elles ont été jugées pour ça, en notre nom, comme je le disais précédemment. Mais ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elles vont devenir demain, après-demain. C'est ça pour toi le nouveau monde, Gaby? Le nouveau monde, je sais pas. Chaque jour construit le nouveau monde. Hein. Aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 50 ans en arrière, il y a toujours des gens qui ont travaillé pour demain. Aujourd'hui, au travers du prisme de mon expérience de vie, de mes cheveux blancs, de ce que j'ai appris de l'existence, je sais effectivement que on est en devoir d'inventer autre chose, en tout domaine. Et j'ai la chance et le privilège de travailler au sein d'Emmaüs, qui est un mouvement de lutte. Donc, je me retrouve par rapport à ma ligne de vie qui a été celle d'un militant engagé, mais un mouvement de lutte basé sur la lutte contre la pauvreté, basé sur la notion de fraternité. Et depuis l'âge de 15 ans, je m'inscris dans cette logique-là. Et je suis vraiment un homme heureux. Vous savez, on me dit, mais tu as vécu la violence, tu as posé des bombes, tu as attaqué des banques, et aujourd'hui, tu es d'abord pleinement engagé en processus de paix au Pays Basque, et engagé dans une action qui a des années-lumière, des logiques de violence, etc., etc. J'aime à dire que dans mes jeunes années, j'ai été, comme beaucoup de jeunes de ma génération, dans un contexte qui nous a amenés à prendre les armes, pas simplement au Pays Basque, dans beaucoup de régions, j'allais dire d'Europe et dans le monde, c'était ce temps-là, les mouvements de libération, mai 68 était passé par là, il y avait des références historiques, Cuba, l'Algérie, etc. Bref, il y avait un terreau qui était propre à s'engager, y compris dans la lutte armée. Aujourd'hui, les choses ont considérablement évolué. L'utilisation de la violence telle que nous l'avons connue au Pays Basque serait absurde. Oui, n'aurait plus de sens aujourd'hui. Voilà. Et donc, on continue à utiliser notre énergie de vie, notre énergie en vue de la liberté, autrement. Et donc, je suis droit dans mes bottes, comme aurait dit un autre. Et puis, j'aime à dire que quand je regarde un petit peu dans mon passé de militant d'organisation armée, je fais un lien avec l'image de l'oiseau. Il me semble que certes, j'étais acteur, parmi d'autres, d'un mouvement populaire, un mouvement de résistance, mais il me semblait que j'étais un oiseau avec les ailes bloquées. Je faisais une action limitée. Aujourd'hui, il me semble que j'ai les ailes qui se sont libérées, pleinement libérées. Mais j'ai envie de dire, même si tu as encore l'impression de lutter contre, moi j'ai l'impression là vraiment que tu œuvres pleinement pour. En fait. Ah oui. Tu vois, peut-être que et là pour le coup tu peux vraiment te déployer parce que voilà. Tout est possible. Oui, c'est ça. Et tu rends tout possible. Voilà, c'est ça. Et puis il y a là aussi la parole qui est importante. On faisait référence à l'abbé Pierre, comme il a su par la parole réveiller les consciences. Quand je suis sorti de prison, il y a eu quelques semaines après c'était la rubrique portrait de Libération, du journal Libération, où ils prenaient des gens et faisaient leur portrait de leur parcours. Et ils avaient choisi de me choisir comme personne pour le portrait. C'était d'ailleurs Dominique Simoneau, qui est aujourd'hui contrôleur général des privations de liberté, mais qui était la journaliste justice de Libé ce temps-là, qui a fait mon portrait. Et en off, je lui avais dit une chose, je lui ai dit, ma parole aujourd'hui a plus de puissance que 50 kilos d'explosifs. Évidemment, comme souvent on dit, le off devient parole publique. Elle a fini son article avec cette
cette phrase que je lui avais soumise dans l'oreille. Et je maintiens que la parole, tout part de la parole. Je vais pas faire référence à la première phrase de la Bible, mais on est là-dedans. La parole, c'est-à-dire cet outil au service de la prise de conscience et de l'action, elle est fondamentale. C'est pour ça que ici, quand je faisais référence à la presse précédemment, on est un lieu qui est dans le quotidien, j'allais dire dans l'humilité du quotidien, avec des personnes fragiles, en difficulté, mais au-delà de ce quotidien, il y a la parole, le témoignage porté qui est aussi dans notre action. On a fait des podcasts, entre autres, je me rappelle, il y a quelques mois dans France Culture, 2 podcasts avec des résidentes qui se sont exprimées ici. Et quand c'est passé les pieds sur terre à 13h30, et on a eu depuis plusieurs messages par Internet de gens, y compris une personne des États-Unis, qui avait trouvé merveilleux les témoignages des résidentes qui s'étaient exprimées, y compris pour parler de choses extrêmement dures, extrêmement violentes. J'ai la chance et le privilège de vivre, et ma famille avec, Maïlis, Louma et Léa, parce que nous vivons sur site, de vivre avec des gens qui ont des histoires de vie, mais vraiment frappées du sceau de la violence, toutes, mais aussi des récits de vie qui nous ramènent à une simple humanité qui est extrêmement riche pour nous. Voilà. Mes enfants sont jeunes, elles ont 7 et 9 ans. Un jour viendra où j'espère elles pourront dire c'était pas toujours rose, parce que parfois ici on entend des hurlements, parce que des fois on voit des gens pleurer, parce que des fois on voit des gens qui entre guillemets qui pètent les plombs. Mais j'espère que mes enfants un jour témoigneront du fait que ça a été pour elles une expérience aussi de vie extrêmement formateur. Je vis avec cette espérance-là. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Il y a forcément on n'a pas tout balayé, je reprends tellement de questions, mais là il va falloir qu'on termine. Voilà. Moi, quand j'ai créé ce lieu-là, j'avais 2 espérances, 2 rêves. J'en ai déjà accompli un. Il était d'intégrer dans mon équipe une ancienne résidente. Et effectivement, on a eu une ancienne résidente ici qui a fait parfaitement son travail et nous a quittés il y a quelques mois parce que elle voulait passer à autre chose. Mais là aussi, c'est la logique emmaüsienne d'intégrer dans les équipes d'accompagnement, de direction, des personnes qui viennent entre guillemets de la rue ou qui viennent de lieux comme la prison, par exemple, ou de l'exil. Et je suis parvenu à faire ça et j'en suis extrêmement heureux parce que ça a été un apport considérable, la trajectoire et l'apport au quotidien, au travail de cette femme-là. Et puis, deuxième chose, je reçois beaucoup de gens ici, beaucoup de jeunes en particulier, qui veulent voir comment ça marche, comment on monte un lieu comme ça. Et je sais qu'un jour, une de ces personnes à qui j'ai consacré des heures parfois, toquera à ma porte ou me téléphonera en me disant « Gabi, je crée à Lille, Narbonne, je ne sais où, un lieu qui va accueillir ou des détenus, ou des personnes en difficulté, ou des migrants, etc., etc. » Je sais que un jour viendra où il y a une personne comme ça. D'ailleurs, pour rien vous cacher, je suis en lien avec 2 personnes qui sont en train de créer actuellement des lieux de ce type-là. C'est-à-dire que nous sommes la ferme, un terreau sur lequel... Tu sèmes des graines. Voilà, on en est là. Et je pense que chacun à sa façon, toi aussi, en portant la parole, en permettant que les bonnes pratiques se popularisent, nous sommes en train de dessiner un autre monde. Et nous fasse réfléchir, l'idée c'est ça aussi, c'est effectivement de découvrir le dispositif que tu proposes et de réfléchir aussi sur ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que finalement on pourrait pas faire autrement et oser faire autrement, tu vois, se dire finalement avec le retour d'expérience qu'on en a aujourd'hui, ça peut valoir le coup peut-être d'imaginer autre chose. Je rebondis malicieusement. Tu as dit il faut oser. Ça fait lien évidemment avec le nom de l'école. Oui. Il faut oser être mettre son destin, ne pas être soumis aux règles qui s'imposent. Oser le pas de côté. Ici, au quotidien, nous osons le pas de côté. C'est-à-dire, c'est dans l'ADN d'Emmaüs, mais ça peut et ça devrait l'être pour chaque être humain. Voilà, oser le pas de côté.
Je termine avec un petit jeu que tu connais peut-être, le portrait chinois. Mhm. Si j'étais, peut-être tu l'as fait petit ou avec tes filles. Gabi, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors, excusez-moi de cette référence un peu guerrière. Je dirais un plat de riz. Pourquoi un plat de riz? Parce que les Vietnamiens, lorsqu'ils étaient en conflit avec les États-Unis, les soldats vietnamiens, les résistants, avaient un plat de riz. Et eux, tout petit peuple, ont gagné contre la plus grosse armée en mangeant un petit plat de riz au quotidien. Et donc, voilà, le plat de riz incarne pour moi ce plat, j'allais dire, de résistant. Je suis très attaché encore, et toujours, et sûrement jusqu'à mon dernier souffle, à la notion de résistance. Il y a mille et une façons de dire non aujourd'hui. Et quand on parle parfois de démocratie, de république, j'aime à souligner toujours que on est véritablement dans une démocratie quand on est en capacité de pouvoir dire non. Non, ça, je ne l'accepte pas. Si tu étais un livre, tu serais... Un dictionnaire. Ah, Les moments les plus difficiles que j'ai vécus, c'était quand on m'a plongé au mitard, qui est la cellule de punition dans les prisons. Vous n'avez rien. d'isolement. D'isolement extrême. Vous êtes seul. J'ai été soumis à ce qui était dans le temps la plus longue période, c'est-à-dire 45 jours, seul, sans voir personne. Sans sortir de ta cellule. Je pouvais sortir dans une cage pendant 1 heure par jour. Et ce temps-là, on a droit à quelques livres. Le livre alors souvent c'était des livres auxquels il manquait des pages, parce que les gens dans ce lieu-là n'ont souvent pas même de papier toilette, et on devait, pour faire nos besoins, arracher les livres, les feuilles des livres. Et j'ai le souvenir d'avoir eu un petit Robert un jour comme livre. Et ça a été extrêmement enrichissant pour moi, et je n'ai pas vu le temps passer. Et Dieu sait si le temps est long, il s'étire dramatiquement dans ce lieu mortifère. Et donc, j'ai un attachement particulier au dictionnaire, tout simplement. Merci pour ce partage. Si tu étais un dicton, alors tu nous as donné déjà quelques citations, mais est-ce que tu as un autre dicton, une devise, un proverbe qui te guide au quotidien? J'ai pas de dicton à proprement dit, sauf que je sais que parfois, en quelques mots, on peut dire tout. On dit souvent, vaut mieux une petite citation qu'un long discours parfois. Et en prison, c'était à la maison centrale de Moulins, qui est une centrale des plus dures de France. On avait un lieu collectif dans lequel on pouvait aller. Là, on était beaucoup de longues peines, de perpétuité, et on avait un tableau qui était toujours vide dans cette salle qu'on appelle le Gourbi. C'est un lieu collectif dans la maison centrale. Et un tableau était vide. Et puis un jour, j'ai mis une citation toute simple. As-tu pensé aujourd'hui? Et cette phrase, pendant plusieurs semaines, mais on n'a pas arrêté à en parler. Et parfois, c'était un motif pas de dispute, mais on n'était pas loin de la dispute. As-tu pensé aujourd'hui? Et je pense que cette phrase, je peux te l'offrir aujourd'hui aussi. Parce que veut dire penser? Quelles sont les limites que l'on se donne à la pensée? Parce que de la pensée, et on revient à la pensée, on revient à l'histoire aussi, il y a un lien avec le dictionnaire, avec les mots. La pensée, c'est de la pensée que naisse l'action, ou pas. Et donc, je t'offre, as-tu pensé aujourd'hui? Voilà. J'accueille et je prends Gabi. Si tu étais un film. Alors, Maïlis est la première à le déplorer, et peut-être mes enfants. Je ne suis absolument pas cinéphile. Cependant, j'étais très marqué il y a quelques années par la sortie d'un film qui s'appelait Un prophète, qui était un film relatif dont l'action se déroulait dans une maison centrale. Il y avait des prisonniers, alors c'était beaucoup de violence, etc., etc. Mais j'ai trouvé le film tellement juste, tellement réaliste par rapport au réel, ce qu'on appelle l'existence des maisons centrales, que j'ai été marqué par ce film qui, ce temps-là, était montré d'ailleurs même comme un film culte sur la question carcérale. Donc voilà. D'accord.
Et si tu étais un super-héros? Ça serait marque d'immodestie de se référer à du super-héros. Je l'ai écrit déjà et je le dis souvent quand on me dit quelles sont tes références dans l'histoire de l'humanité. J'avais écrit avec le sourire qui va avec, c'était le Christ et Che Guevara. Alors je dis, leur point commun, c'est évidemment que les deux sont présentés comme des barbus, hein. Mais plaisanterie mis à part, j'ai été aussi à Cuba il y a quelques années, du temps où le castrisme était encore incarné par l'existence de Fidel Castro. Et je me rappelle du jour où je suis allé au musée de la Révolution à La Havane, et je suis resté pratiquement toute une matinée dans une salle, elle devait faire 400 mètres carrés, où il y avait un vieux téléviseur, où il passait en boucle les discours de Che Guevara et de Fidel Castro. Rien que de l'évoquer, j'en ai les poils des bras qui se lèvent. Tellement j'étais là aussi impressionné par la parole, la puissance de la parole. Même les silences étaient puissants. C'est pour ça d'ailleurs que certains de ces discours duraient des heures et des heures, parce que entre deux phrases, ils mettaient parfois 10, 15, 30 secondes de silence. Mais c'était un silence qui poussait à un petit peu comme la vache qui a mangé de l'herbe, à la macérer dans la bouche, à la ruminer. Mais dans les silences, beaucoup de choses peuvent se dire. Voilà. Et donc, alors je vois pas pourquoi, j'ai oublié totalement l'origine de ta question. Si tu étais un super-héros. Un super-héros. Je parlais du Christ et du Che Guevara. De Che Guevara. Je mettrais évidemment sur ce podium aussi l'abbé Pierre, forcément, parce que c'est un homme qui pour moi est une référence. Mais j'ai eu la chance et le privilège de travailler à Emmaüs, mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, à la Croix-Rouge française. Et à la Croix-Rouge française, le fondateur était Henri Dunant, un Suisse. Henri Dunant, dont le père était pasteur protestant et qui a mené au port de Toulon les Suisses qui devaient aller aussi au bagne. Et le petit Henri Dunant, lorsqu'il avait 9 ans, avait accompagné un jour son papa jusqu'au port de Toulon et avait dit, quand il avait dit « Un jour, je ferai quelque chose pour ces hommes-là ». Et effectivement, à 18 ans, il lisait la Bible dans les prisons suisses. Et puis après, il a créé la Croix-Rouge, qui a eu aussi une action prégnante dans le milieu carcéral. Donc, j'ai toujours eu la chance de travailler à des instances où le fondateur a eu un moment ou l'autre la pensée autour de la prison. Merci Gabi de ta participation. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Merci à toi d'être porteur du témoignage de notre existence, de notre action, et à travers notre action, de l'existence de femmes qui sont non vues, non reconnues, parfois rejetées par notre société. Et merci donc à toi de le remettre au cœur de notre humanité. Je doute pas qu'on aura des réactions. Voilà. Enfin, ouais. Moi, je suis très touchée par tout ce que tu nous as partagé ce matin, avec des milliers de questions encore. Mais ce sera l'occasion de revenir. Sans nul doute. Voilà. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Gabi et l'histoire de la ferme de Baudonne vous aura inspiré. Alors, n'hésitez pas à les contacter directement sur les réseaux. Alors, peut-être on pourra donner les coordonnées de la ferme, les tiennes. Qui est-ce qu'on... Alors, c'est la ferme... Plutôt la ferme, hein, ouais. Emmaüs Baudonne. Nous sommes au 323 route Abbé Pierre. Et pour le reste, nous avons un site sur Internet, donc qui présente ça. fermeemmaüsbaudonne.fr, et dans lequel vous aurez le contact téléphone, email, etc. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.